Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. C'est sans doute Ségolène Royal, elle-même, qui aura été la plus convaincante et peut-être aussi la plus efficace dans la défense du président Hollande aujourd'hui. En termes d'image, le livre de Valérie Trierweiler est une déflagration. C'est n'importe quoi, a notamment rétorqué la ministre de l'écologie. Le livre lui bat tous les records de vente. L'ensemble du premier tirage aura donc été vendu dès la fin de matinée. Nous avons donc intitulé cette émission « Hollande ne lui dit pas merci ». Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Christophe Barbier est directeur de la rédaction de l'Express. En une de votre dernier numéro, La bombe Macron, et votre éditorial sur le PS intitulé « Leurs étoiles contraires ». Roland Quérol est politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse, le CETAN. Vous êtes par ailleurs directeur de recherche associé au laboratoire de Sciences Po. Yves Tréhard est éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On peut y lire aujourd'hui votre éditorial intitulé « Le drame et la comédie ». Enfin, Franck Tapiro est publicitaire, spécialiste de communication politique. Vous dirigez Hémisphère Droit, l'agence que vous avez créée. Est-ce aussi grave qu'on le dit en termes d'image, Christophe Barbier? Oh oui, je crois même que c'est plus grave qu'on ne le croit. En tout cas, plus grave qu'on ne le croyait hier, en pensant que c'était la vengeance d'une femme bafouée et donc un homme humilié, ce qui n'est jamais agréable. Depuis, se sont ajoutées plusieurs strates de polémique. La strate sur les 100 dents, c'est-à-dire une espèce de cruauté, de cynisme présumé de Hollande à l'égard des pauvres. Et ça, d'un seul coup, c'est toute la gauche qui se sent effritée. Puis évidemment, une réflexion sur l'institution, sur la stature présidentielle. Le président a prêté le flanc de nombreuses fois depuis le début de son quinquennat sur cette critique-là. Donc oui, en effet, c'est plus grave qu'on ne le croit. Pas seulement en termes d'image, au sens médiatique, le buzz, comme on dit, et puis les tabloïds étrangers qui rigolent. Non. Plus profondément, l'image d'un homme qui doit mener à terme son quinquennat et qui risque de le faire dans de plus graves difficultés aujourd'hui qu'avant-hier. Roland Quérol. Non, je n'irai pas dans cette direction. C'est toujours le livre d'une femme bafouée, une vengeance d'une femme jalouse. Et moi, je suis très étonné en entendant depuis hier les reprises, les commentaires. Beaucoup font comme si tout ce qu'elle écrit était la vérité. Or, nous n'en savons rien. Bien sûr. C'est sa version. Elle raconte son histoire telle qu'elle la remâche avec haine et jalousie aujourd'hui. On sait que le président conteste la version et l'a fait savoir. Oui, bien sûr, lui ne peut que faire ça, mais n'importe quel lecteur doit se demander ça. On connaît François Hollande. C'est un type qui plaisante volontiers avec n'importe quoi. Il suffit de sortir de son contexte une phrase ou deux, ne pas le dire que c'est en rigolant, et ça devient une chose terrifiante. Quand elle dit on est dans un repas de famille, il me dit elle n'est pas Jojo ta famille, ça peut être une plaisanterie qu'il a faite en voiture en rentrant. On a tous dit des bêtises pareilles. En faire le reflet d'une stature présidentielle qui serait à terre, je trouve que c'est aller vite en besogne. Donc voilà, ça intéresse, parce que tout le bouquin, pas seulement ce qu'on a lu comme extrait, tout le bouquin, que j'ai pas eu le temps de lire en entier, mais que j'ai feuilleté pas mal, a tout pour plaire à beaucoup de publics. Pas seulement ceux qui s'intéressent à la politique et qui veulent chercher la petite bête à François Hollande, ils sont d'ailleurs extrêmement nombreux, mais aussi ceux ou celles qui aiment bien les feuilletons hollywoodiens. C'est son histoire, de la rencontre avec cet homme, comment elle l'a aidé, etc. Et là, il y a tout un aspect du livre qui va plaire aussi aux lectrices habituelles de romans. Donc, qu'il y ait un succès pour le livre n'est pas surprenant. Il y a deux grandes raisons. Le roman et puis le personnage politique mis en scène avec crudité. Est-ce que pour autant ça change l'État, ça change les institutions, ça change la fonction présidentielle? Vous savez, on vit dans un monde d'information continue, où une information chasse l'autre. Chacun, évidemment, c'est ça les polémiques dont parle Christophe, s'en sert pour tirer sur François Hollande, j'allais dire cette bonne guerre ou une mauvaise guerre. Je ne suis pas sûr que ce soit la crise politique du siècle. Elle laisse aussi des traces, et c'est la question que je continue de vous poser aux uns et aux autres, c'est voilà, est-ce aussi grave qu'on puisse l'imaginer pour l'image du président de la République? En fait, c'est un drame à la base qui aurait pu être politique et qui est devenu un drame politique justement parce que le président ne peut pas se justifier. C'est l'homme qui est attaqué, mais le président, lui, ne peut pas et ne doit pas d'ailleurs se justifier par rapport à cela. Donc, c'est vrai que... Politique et sociale. Politique et sociale, mais de laisser, c'est vrai que... Et on connaît tous... L'histoire des 100 dents, ce matin, bien sûr, des auditeurs téléphonaient aux radios en disant « Nous ne savons pas si elle dit la vérité », mais certains étaient en larmes pour dire « Je suis d'un milieu extrêmement modeste et si je peux seulement imaginer, alors que j'ai voté pour lui, qu'il ait pu tenir ses propos, j'en suis au-delà de l'écœurement. » Mais sincèrement, on imagine mal quelqu'un inventer un mot pareil, parce qu'on connaît l'humour de François Hollande, mais inventer le mot
mot sans dents. Je pense qu'il l'a peut-être dit, même sûrement dit, mais dans un contexte, encore une fois, qui n'a absolument rien à voir avec celui qui est décrit dans le livre. Et encore une fois, c'est vrai qu'on peut tous faire des petites blagues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, par rapport au statut qu'on a, mais si on est jugé à travers un récit, et là on parle vraiment d'un récit d'une femme bafouée qui, à défaut d'avoir été la première dame, crée le premier drame de France de cette rentrée. Et c'est vrai que ce drame politique aurait pu rester uniquement de la sphère privée. D'ailleurs, comme le disait François Hollande, moi, président de la République, mes affaires privées resteront dans l'ordre du privé. Ça, c'est fini depuis longtemps. Ça, c'est balayé depuis longtemps. Et là, encore une fois, ça se rajoute. Donc, ça peut devenir un drame politique parce qu'il ne peut pas se justifier. On imagine mal François Hollande, même lors de sa prochaine conférence de presse, dire « Je n'ai jamais dit les sans dents, je l'ai dit ». Enfin, ce serait ridicule et ce serait comme l'affaire Leonarda en pire. Yves Tréhard. Oui, Sur moi, les je crois que conséquences et les traces qu'elles peuvent laisser. Les traces seront profondes. Je reçois ce que dit Roland en disant que, après tout, c'est vrai, c'est une femme qui parle, une femme qui a été trompée, qui a été congédiée. C'est pas pour autant qu'elle dit la vérité. Néanmoins, je crois que la fracture, elle est profonde, elle s'aggrave, elle se creuse, et que cette fracture ne touche pas uniquement François Hollande. Les Français commencent à en avoir assez de voir ces hommes et ces femmes politiques dont la vie privée et la vie publique se mêlent. Ça s'est accentué avec Nicolas Sarkozy. Ça a commencé avec Nicolas Sarkozy, même si ça a commencé en fait beaucoup plus loin. Il y a beaucoup plus longtemps. On peut faire remonter ça presque à Georges Pompidou et à Claude Pompidou. Et je dirais que là, il y a une récurrence qui fatigue les Français, alors qu'on est dans une situation extrêmement délicate, une crise économique dont on voit que les hommes et les femmes politiques n'arrivent pas à sortir la France parce que, eh bien, justement, les Français se disent, ils sont cyniques, ce que Mme Trierweiler dit de son ancien compagnon, ils sont indifférents, ce que Mme Trierweiler dit de son ancien compagnon, ils sont menteurs, ce que sont. C'est pour ça que ça renvoie, si vous voulez, une image de François Hollande qui est détestable. Vous dites quoi, que ça cristallise tous les griefs de la société française à l'égard de son univers politique, journalistique. Exactement. Les reproches qu'elle fait à son ancien compagnon, c'est exactement les reproches que font la plupart des Français, une grande majorité de Français, vis-à-vis de leur personnel politique, qu'ils soient de droite ou de gauche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une défiance, comme une défiance que vous pouvez avoir par rapport à un amant ou à une amante. Et bien là, c'est une défiance vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, qui se creusent, et pas uniquement pour des raisons objectives, économiques ou de réforme, mais aussi pour des traits de caractère, une psychologie qu'ils abhorrent. Et c'est très grave. On pourrait même dire que symboliquement, aujourd'hui, Valérie Trierweiler prend un rôle qui peut se comparer à celui des Françaises et des Français qui se sont tous trompés par François Hollande. Quand on voit le symbole aujourd'hui que porte son discours, et d'arriver quand même presque un an après à écrire un règlement de compte de 320 pages, donc c'est quelque chose de préparé, de déterminé, c'est pas un coup de gueule, c'est pas un coup de folie, c'est quelque chose de vraiment réfléchi. Aujourd'hui, elle est finalement comme les Françaises et les Français, ces électeurs d'ailleurs de gauche, qui se sentent totalement trahis et trompés par François Hollande. Et au final, il faut dépasser un peu le récit. J'ai lu quelques bonnes pages qui étaient diffusées dans la presse aujourd'hui. C'est vrai que les sans-dents peuvent choquer, mais encore une fois, il faut remettre dans le contexte. J'essaie d'extrapoler un peu tout cela. En termes d'image, je suis totalement d'accord, ça va beaucoup plus loin. C'est la classe politique dans son ensemble et la parole publique qui est décrédibilisée parce que le symbole même de l'État, du président qui, finalement, n'a plus qu'une fonction puisqu'il est président ou homme public, ce président qui fait voter une loi du mariage pour tous, sauf pour lui, où est la crédibilité, où est donc la confiance? Donc c'est très difficile de se projeter et de s'identifier dans ces hommes politiques, qu'ils soient de droite et de gauche. Et malheureusement, on sait à qui profite le crime. Christophe Barbier, on va remonter le fil de cette première journée de vente des livres. C'est vrai que le contexte peut tout changer dans l'interprétation d'une phrase, sauf qu'on est en politique, et en politique, on ne prend jamais le contexte. On ne le considère jamais comme une circonstance atténuante. Quand Nicolas Sarkozy dit « casse-toi pauvre con » dans la foule du salon agricole, avec un type qui d'ailleurs l'avait un peu injurié, lui avait dit « tu me salis ». C'est lui qui parle. C'est lui qui parle, mais le contexte pouvait aussi faire comprendre que c'était un coup de colère, puis il était malade, il était fatigué. Ce que veut dire Roland Carroll, c'est que nous continuons de discuter de propos rapportés. Bien sûr. Et dans des circonstances très particulières. Casse-toi sans dents, est-ce que ça aurait été le même scandale que casse-toi? Bien sûr, mais quand il envoie un texto chez le pape, on vérifie pas si c'était pas un texto extrêmement urgent pour débloquer une affaire d'État. Non, le contexte en politique est jamais porté au crédit de celui qui commet la faute.
Le constat est simple, le livre est épuisé. Il n'y a plus un seul exemplaire à vendre ce soir. Sur Internet, on le revend d'ores et déjà jusqu'à 50 €. Je vous rappelle que son prix d'origine est 20 €. Et ce matin, on a fait la queue, comme au cinéma ou pour un concert, afin d'acheter Merci de ce moment. Visiblement, les lecteurs assument même leur voyeurisme, hormis ceux qui demandent un peu gênés un paquet cadeau. Magali Lacroze, François-Xavier Rigaud, avec Pierre Dehorne et Mathieu Despiau. Elle torpille la rentrée littéraire, aiguise les appétits curieux. Valérie Trierweiler et ses carnets intimes de l'Élysée fascinent. Les rayons sont pris d'assaut en une matinée. L'arrivée à temps, c'est les derniers. D'accord, merci. Les chroniques rose passion du président déclenchent une frénésie générale, même au-delà des frontières. En Belgique, l'histoire a été couverte aussi, hein, donc tout le monde était au courant et c'était aussi hot news en Belgique. Tout le monde vit en couple et vous essayez de vous mettre à la place, bien que ce soit pas possible, je pense, parce qu'il y a tellement de pression. Mais vous essayez d'imaginer comment ça pourrait, comment vous pourriez réagir vous-même. Et c'est vrai que c'est troublant. Je pense qu'elle a un regard aussi de quelqu'un qui était vraiment dedans les choses d'État un petit peu et que nous, on n'a pas forcément en étant vraiment à l'extérieur, en étant des citoyens lambda. Un coup de maître et de com' parfaitement maîtrisé. Le livre de l'ex-première dame se serait 2 fois mieux vendu que le plus grand succès de ces 5 dernières années. Généralement, quand c'est des livres un peu politiques, sulfureux, tout ça, les gens sont friands. Et donc, à ce moment-là, ça part très très vite. Les gens s'attendent à découvrir la politique par le petit bout de la lorgnette, quoi. Comme à chaque fois qu'il y a un livre comme ça. C'est le dernier. C'est le dernier. Vous le voulez ? Scandale et révélation au sommet de l'État. À 14 h, c'est déjà la rupture de stock. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est une forme de curiosité, de curiosité tout simplement. Hein. Un peu de voyeurisme certainement, hein, disons les choses. Mais j'achète jamais ce genre de livre en général, mais là je trouve qu'il y a des informations qui sont intéressantes parce qu'il y a aussi une actualité dans le propos. Et notamment le passage le plus dévastateur pour l'image d'un président de gauche. La scène se passe un soir de Noël. Dans la famille de Valérie Trierweiler, François Hollande se moque et ridiculise les origines modestes de ses hôtes. Pas Jojo, la famille Massonneau, plaisante-t-il. Il s'est présenté comme l'homme qui n'aime pas les riches. En réalité, le président n'aime pas les pauvres. Lui, l'homme de gauche, dit en privé les sans dents, très fier de son trait d'humour. Valérie Trierweiler revient aussi sur le Tweetgate et décline toute responsabilité de son soutien cinglant au tombeur de Ségolène Royal à La Rochelle. J'appuie sur le détonateur et j'en suis la seule responsable. Mais la bombe à retardement a été fabriquée par François Hollande et Ségolène Royal. Avec leur jeu constant entre privé et public, à coups de photos de famille et de déclarations ambiguës. Et décidément, la saga de l'Élysée passionne. Mais étrangement, les curiosités ne sont pas toujours très assumées. À l'ouverture ce matin, il y avait 10 personnes qui attendaient devant la grille qu'on ouvre pour acheter le livre, puisque du coup, effectivement, déjà hier, j'ai reçu, je sais pas, peut-être 20 coups de fil pour savoir si on l'avait un petit peu en avance, histoire de l'avoir un peu avant tout le monde. Et ce matin, des gens appelaient, et puis on s'est parlé entre libraires. Effectivement, on a vérifié que tous, autant qu'on nous étions, nous avions des clients devant les portes de nos librairies. Ça fait plaisir, en même temps. Hein. Il y a plein de gens qui sont rentrés dans la librairie pour acheter le livre en s'excusant de l'acheter, mais pour qui c'était l'occasion d'acheter un autre livre, voire même un peu comme quand on rentre dans un magasin, dans une pharmacie et qu'on veut acheter une boîte de préservatifs et qu'on demande d'abord du dentifrice. Voilà, merci. Et justement, quelques minutes plus tard... J'ai une amie qui est à l'hôpital et qui m'a demandé de lui acheter, c'est tout. Je ne l'aurais jamais acheté autrement. Ça vous intéresse pas du tout ? Non, franchement non. Je ne l'aurais pas acheté, certainement pas. Je l'aurais peut-être lu, ça, je sais pas, mais... Et il faudra le lire jusqu'à la dernière page pour avoir l'explication du titre. Livré dans une anaphore. Merci pour ce moment. Merci pour cet amour fou. Merci pour ce voyage à l'Élysée. Merci aussi pour le gouffre dans lequel tu m'as précipité.
Pourquoi les journalistes tentent-ils de victimiser Hollande alors qu'il est le seul responsable de tout ce désastre, nous demande un téléspectateur. Christophe Barbier. Il ne s'agit pas de le victimiser au sens ayons de la compassion, prenons pitié de ce pauvre président. Il est victime. Il est victime d'une agression littéraire, parce que n'importe quel citoyen pourrait demander la saisie de ce livre en référé pour atteinte à la vie privée, sauf un, François Hollande. Et donc il est victime de cela. Alors c'est une victime politique, c'est une victime qui a le cuir épais, c'est une victime qui en effet a une part de responsabilité, mais reste qu'aujourd'hui, les dégâts politiques, la vaisselle cassée politique, elle est dans l'armoire de François Hollande. Je crois aussi honnête de dire que, et c'est parfois, c'était visible dans certaines biographies, et parfois même dans certains de vos commentaires, que dès le début de ce quinquennat, la présence de Valérie Trierweiler était par certains côtés prévue comme une bombe à retardement. En tout cas, on pensait qu'elle pourrait causer des difficultés, ou qu'il y avait, elle en a causé. Donc, oui, mais donc la question du téléspectateur, elle est quand même extrêmement fondée. En gros, vous saviez tous que ça allait se finir comme ça, et c'est lui le responsable. C'est une victime d'un genre un peu particulier, parce que la victime, généralement, elle a le beau rôle dans la scène médiatique française. C'est Ségolène Royal qui se fait, qui se fait larguer par son compagnon. La victime, elle a toujours le beau rôle. Nicolas Sarkozy, d'une certaine façon, quand il a été quitté par sa deuxième épouse, était une victime aux yeux de beaucoup. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est pas une victime. Il est le responsable de lui-même et c'est un être de rien. C'est ce que considèrent les Français. C'est-à-dire que si elle dit vrai, il est pas victime. Il est ce type est détestable dans l'imaginaire collectif. Et c'est terrible. Dans le sondage que publie demain le Figaro Magazine, tenez-vous bien, en cote de confiance, il baisse à 13%. C'est-à-dire qu'il perd 5 points avec C'était avant le livre. C'était avant le livre. Donc rendez-vous compte, après ce livre, mais il va passer sous les 10%. C'est quelque chose d'inimaginable. Eh bien, ça va pouvoir être imaginable. C'est absolument incroyable. Et moi, ce livre, je n'ai pas d'appétit particulier pour ce genre de révélation ou de ce genre de confidence, mais je dis que, quand même, pour lui, c'est le coup qui l'achève. Il est achevé. Achevé. Ce qui m'a surpris dans votre reportage, c'est le rapport que certaines personnes et que les Français ont avec ce livre. Alors, il y a ceux qui sont avides et qui sont totalement complices de ce voyeurisme, comme nous finalement, et ça nous l'assumons très bien. Il y a ceux après qui ont un peu honte. C'est quelqu'un qui m'a demandé de l'acheter. Une personne, le libraire, parlait de comme acheter une boîte de préservatifs. Et on voit le même avec la classe politique qui, depuis hier, fait une erreur monumentale. Enfin, tous ceux qui pensent défendre François Hollande en disant « Moi, je ne le lirai pas, je vous déconseille de le lire ». En tant que publicitaire, je peux vous dire, c'est la meilleure campagne de publicité qu'ils pouvaient faire pour qu'on aille acheter le bouquin et surtout qu'on le lise. Parce que certains, je pense, l'achèteront, mais ont peut-être honte de le lire. Là, finalement, tout est fait pour que, il soit épuisé, à défaut d'être épuisant. D'autant plus que l'argument qui consiste à dire François Hollande n'est pas comme on le décrit dans ce livre avant même d'avoir parcouru le livre peut paraître étrange. Roland Quérol. Oui, moi je crois que c'est amusant. Je me rappelais une des émissions ici il y a, je sais plus, près de 2 ans, où mes 3 compères, c'était pas ceux-là, expliquaient qu'on vivait de façon urgente la crise du régime. Et voilà, je trouve qu'il y a toujours une façon de précipiter les crises de régime, pas seulement dans cette émission, partout. Il faut prendre ça avec un peu plus de distance. L'heure était grave. Il va tomber en dessous de 10, il ne va pas pouvoir gouverner, enfin voilà quoi. Le président de la République, il va... crise gouvernementale il y a une semaine, hein. Justement. Nous sommes d'accord, vous la commentiez sur ce plateau. Donc, oui, donc les crises existent. C'est ça qui paye dans les sondages, et c'est pas pour le moment le livre. Et moi je crois que c'est quand même à partir de la politique qu'on juge surtout un président de la République. Et que lorsqu'on fera son bilan et qu'on votera pour ou contre lui en 2016-2017, ça sera sur ses résultats ou son absence de résultats économiques. Et qu'on aura oublié, largement oublié, totalement oublié, le livre de Valérie Trierweiler. Cela dit, vous posez la... On votera contre lui, vous voulez dire qu'on votera contre ou pour? C'est ce que je viens de dire. Ah non, vous avez dit contre lui. Ah bon, pardonnez-moi, j'ai mal entendu. Votre question sur Valérie Trierweiler qui pose problème dès le début, c'est évident. Tout de suite, on sait qu'elle détonne. L'affaire du tweet est un véritable feu aux poudres. Et on voit que ce qui guide son comportement, à part le fait qu'elle se sent pas complètement admise dans ce milieu, ce qu'elle explique très bien dans ce livre. Et qu'elle dit souffrir de mépris, notamment de son compagnon. Oui. Mais c'est un ensemble, voilà. Absolument.
par parenthèse, si c'est ça dès le début, il fallait qu'elle l'aimât drôlement pour le supporter jusqu'à ce qu'elle fût congédiée. C'est ce qu'elle écrit aussi. Oui, donc c'est intéressant, ça montre quand même le genre de personnage qui nous écrit. Et la fin du livre que vous venez de montrer à l'écran éclaire singulièrement d'où elle écrit. Bon, elle a posé problème. Hollande plaisante avec tous les problèmes. Moi, je l'ai vu remettre une éminente décoration à Edgar Morin, le sociologue, qui avait écrit jadis un livre sur la rumeur d'Orléans, comment une rumeur se propage. Et devant Valérie Trierweiler, Hollande a dit à tous ceux qui étaient là, aujourd'hui, si vous refusiez votre livre, il faudrait inclure les tweets. Elle a fait la tête toute la soirée. Hein. Bon. Elle pose problème, et la raison pour laquelle elle pose problème depuis le début, c'est sa jalousie pour Ségolène Royal. Et ce sentiment que Hollande reste marqué par cette entente politique, y compris, dit-elle dans le livre, entre lui et Ségolène Royal. Au fond, moi je ne suis pas un grand admirateur des guignols de Canal+, mais ils ont, pendant toute cette période, très bien analysé ça. Où on voyait sans arrêt Valérie Trierweiler furieuse contre Ségolène. Ségolène essayait de se filer, de passer par une petite porte pour voir Hollande malgré la mégère. Voilà. C'est là aussi qu'elle a acquis une mauvaise réputation auprès des Français. Donc, oui, elle pose problème. Mais elle pose problème aussi en écrivant. Ce qui est étonnant, et je reviens à ce que je disais au début, c'est alors qu'on connaît ce background, comme on dit, alors qu'on sait cette jalousie féroce, et alors que cette pauvre femme, pour le coup, a été congédiée devant la planète entière, d'une façon violente, qu'elle puisse aujourd'hui se venger à sa façon, en rajouter un peu, dénoncer. Franchement, humainement, ça se comprend. D'ailleurs, tout le monde savait qu'elle finirait par publier un livre. Tout le monde le savait. On ne savait pas que ça serait ce jour-là. Mais voilà, est-ce que pour autant, nous devons les uns et les autres accréditer tout ce qu'elle dit? Nous devons en permanence le lire comme un document intéressant d'une femme qui est dans cette situation depuis le début, qui l'est plus encore aujourd'hui et qui le dit. Personne ne le fait, tout le monde rappelle qu'il s'agit de propos rapportés, et par ailleurs, on cite les dénégations qui ne sont pas encore tout à fait officielles de l'Élysée. Tout le monde ne le fait pas. Ce livre, dans le palmarès de l'Express de la semaine prochaine, va évidemment arriver premier. Donc dans la publication de ce palmarès, donc, qui est constitué la semaine prochaine et publié le 17 septembre, il va déloger l'actuel lauréat du palmarès des essais et documents les plus vendus. Qui est lauréat en ce moment? Cécile Duflot. Avec un livre vu de l'intérieur, donc là encore un livre de confidence, de propos rapportés. N'est pas favorable à François Hollande. Mais là aussi, pourquoi Cécile Duflot dirait-elle la vérité? Plus le livre sur Montebourg. On croit Cécile Duflot, personne n'a dit « Oh mais c'est une folle, elle raconte n'importe quoi », et on ne croirait pas Valérie Trierweiler. Il faut appliquer le même raisonnement aux deux types de livres, que ce soit Montebourg, Duflot ou Valérie Trierweiler. On a évidemment la distance à opérer, le doute méthodique à avoir par rapport aux propos tenus, mais il faut constater la réalité des dégâts politiques. Les dégâts du livre de Duflot ont été évidents et éminents, les dégâts du livre de Valérie Trierweiler seront encore plus importants, parce que sur les électeurs, sur les électrices, sur les gens de gauche, qu'ils le croient, qu'ils ne le croient pas, ils ont le doute dans la tête. Et celui qui ira peut-être dans l'isoloir en 2017 avec un bulletin Hollande dans la main, parce qu'il sera peut-être encore candidat, à la dernière seconde, il se dira « mais il l'a peut-être dit sans dents quand même. Ah ben non, je vote pas pour lui ». Et c'est ça le dégât politique de quelque chose qui n'en est fait pas prouvé, qui n'est pas avéré, mais tant que Valérie Trierweiler ne vient pas nous dire « oui, j'avoue, c'est des bêtises, j'ai inventé tout ça », eh ben le dégât politique, il est pour lui plus que pour elle. Mais ces deux livres posent finalement la même question, et c'est vraiment une vraie interrogation, surtout, je pense, chez les amis de François Hollande, c'est tout simplement « mais qui est réellement François Hollande ?» On a l'impression de parler d'une personnalité schizophrène, voire en dysphasie totale. Je ne parle même pas du discours et des actes, parce que là, je pense que depuis 2 ans, on a pu réaliser à quel point il était en décalage absolu. Mais même par rapport à cette image, enfin, depuis 25 ans que je m'intéresse à la politique, tout le monde me dit « mais François Hollande, être brillant, sympathique, oh tu t'entendrais bien avec lui, c'est un rigolo, il est marrant, il a toujours la petite blague, il est humain, il est... » Et tout le monde, je pense, le pensait. Moi qui ne le connaissais pas, ceux qui le connaissent s'en faisaient les premiers promoteurs. Et là, on a l'impression que depuis quelque temps, même ses plus proches amis, ses plus proches conseillers, collaborateurs, même les gens qui le connaissent, même certains journalistes se disent « mais finalement, est-ce que la personne que nous croyons connaître depuis de nombreuses années, cette personne qui a remporté les suffrages d'une élection présidentielle, est-elle réellement la personne pour laquelle on a voté? Est-ce que vraiment il n'a pas une personnalité extrêmement complexe, beaucoup plus dual qu'on ne l'imagine? Moi, c'est ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir que finalement, et c'est vrai que même si Valérie Trierweiler est une
une femme blessée, comme on l'a dit tout à l'heure, et que c'est totalement légitime d'avoir peut-être à un moment avoir envie de se venger. Au bout du compte, moi, j'en sors en valeur absolue de... Mais elle parle réellement de François Hollande? Elle parle réellement de cette personne qu'on connaît ou qu'on croit connaître? Et je pense que c'est la même question que pose le livre de Duflo et celui de... Et d'une certaine façon, ce que vous venez de dire boucle la boucle. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a été, c'est ma conviction, mais je sais que certains ne la partagent pas, a été en partie rejeté pour sa personnalité. Oui. Hein, certes, il n'y a pas eu les résultats escomptés pour son électorat, mais il a été rejeté pour sa personnalité qui était brutale, cassante, clivante, comme on dit. Et il semblait que François Hollande, quand il a été élu, il n'a pas été tant élu pour justement son programme politique, parce qu'on ne savait pas trop, mais pour cette espèce de bonhomie, homme sympathique qui rappelait le bon français, qui aime la bonne chair, voilà. Et sa politique, évidemment, ne plaît pas aux Français parce qu'elle ne donne pas les résultats escomptés, qu'ils soient pour lui, a priori, ou contre lui. Et il lui restait ce capital sympathique de cette personnalité qui ne disait pas casse-toi pauvre con en public, qui était plutôt sympathique avec tout le monde et qui avait le sourire facile. Eh bien, ce profil-là est complètement annulé par ce livre qui vient justement montrer que c'est un personnage d'un cynisme terrible, d'une indifférence, d'une grande indifférence, et ça les Français, déjà ils lui faisaient pas confiance, alors là si en plus il est indifférent vis-à-vis d'eux, c'est terrible, et de quelqu'un qui est menteur et qui ne sait pas où il va, parce que il n'arrête pas de changer de pied aussi avec sa compagne. Il lui dit une chose et puis le lendemain il lui dit le contraire. Donc il est carbonisé, ce qui est terrible aussi vis-à-vis d'un public féminin qui pouvait l'apprécier. C'est en gros à sa compagne, il lui dit sois belle et tais-toi. C'est ça. Roland Quérol, et on découvre le deuxième reportage où s'expriment les soutiens de François Hollande. Oui, être en tête du palmarès de l'Express pour Duflo et pour Valérie Trierweiler, c'est pas tout à fait la même chose parce que la vente des essais est en général pas comparable à celle des romans. Alors là, le bouquin de Valérie Trierweiler peut faire beaucoup plus de dégâts que Duflo parce que le niveau des ventes sera très largement supérieur, même si elles sont en tête toutes les deux. Et puis, si on est allé sur Cécile Duflo, c'était probablement pas pour avoir des détails croustillants sur sa vie avec François Hollande. Mais je crois que les lecteurs achètent de l'anti-Hollande, du Hollande bashing. Ils ont envie. Absolument, et de l'antipolitique, bien sûr. De ce point de vue, vous avez, je trouve, tout à fait raison. Deuxième chose, est-ce que si on a une personnalité plus complexe qu'on a cru au début, c'est qu'on a une personnalité duale? Attention, c'est passé d'une observation à une critique qu'il faudrait démontrer. Moi, ce que je crois, c'est que François Hollande est un type que personne ne connaît vraiment. C'est un type que tout le monde trouve en privé sympa, drôle, brillant, marrant, blagueur, et il ne se révèle jamais. Aucun de ses amis n'est absolument sûr de savoir ce que c'est que François Hollande. C'est pour ça que ça peut marcher, ce genre d'accusation, parce que, au fond, personne ne connaît vraiment la personnalité intime de ce bonhomme. Ça fait 30 ans qu'il s'en préserve et qu'il ne dit rien sur lui. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit dual. Mais encore une fois, ça invite au doute méthodique sur ses propos. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que ce sont des propos mesurés, mais je me demande si justement vous ne remettez pas le doigt sur ce qui crée difficulté avec ce livre, même s'il s'agit de propos rapportés. Je le pense. Mais... Voilà, après des résultats qu'on a longtemps attendus, beaucoup d'atermoiements, et au moment où une équipe gouvernementale se mettait en place, on se disait alors ça y est, c'est le second souffle éventuel, même si c'est le dernier de cette équipe, on se pose des questions sur la personne que l'on a en face de nous, ses valeurs, ses qualités, ses engagements. Voilà. C'est ça qui est terrible dans ce... Et vous empêcherez pas le politologue de dire que tout ça tient au fait qu'on ne sait pas où il nous conduit politiquement et qu'on ne sait pas où va la France économique et sociale et que c'est le doute là-dessus. Les résultats viennent pas, il n'arrête pas de nous en annoncer, ils ne viennent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Et il est aujourd'hui dans la peau d'un président qui parle pour rien dire. Les gens ne l'écoutent pas. Il n'imprime plus l'opinion française. Et ça n'est pas le livre de Valérie Trierweiler qui fait ça, c'est pas seulement sa personnalité, c'est sa façon de gouverner, et
peu de résultats qu'il a à nous présenter. Il faut sauver le soldat Hollande. Après le silence plutôt gêné hier, ce matin, l'entourage présidentiel sort de sa torpeur. L'Élysée fait savoir que François Hollande conteste tout ce qui est écrit dans le livre de son ex-compagne. Le Premier ministre Manuel Valls affirme que ces attaques outrancières abaissent le débat politique et en appelle à la dignité. Et Ségolène Royal explique que ce portrait, c'est, je cite, n'importe quoi, jusqu'à Tulle, où l'on montre le modeste appartement où a vécu l'ancien président du Conseil général. Laurence Aïda Diop. Manuel Valls, pris dans la tornade Trierweiler. Ce matin, en déplacement dans la Meurthe-et-Moselle, le Premier ministre comptait bien échapper à toute question sur le livre de l'ancienne Première Dame, mais il n'y coupera pas. Il faut de la dignité. Quand on abaisse le débat public par des attaques outrancières ou par le mélange de la vie publique et de la vie privée, on abaisse ce débat. Et moi, j'en appelle au respect de la vie de chacun et à la dignité de ces débats publics. Et nous ne nous laisserons en aucun cas entraîner dans ces discussions. Dans son bouquin, Valérie Trierweiler écorche l'image du président. Elle décrit un homme antipathique, cynique, froid, méprisant, dénué de toute émotion. Dans les rangs socialistes, on cherche à éteindre l'incendie. Moi, j'ai pas toujours été un ami de François Hollande, etc. Je le connais, je le vois. Il a des qualités, il a des défauts. C'est pas parce qu'on est président de la République qu'on est un surhomme, qu'on est parfait, etc. Mais franchement, le portrait implicite qui est décrit de lui n'est absolument pas la réalité que l'on peut percevoir. Je me fiche de ce que pense Madame Trierweiler, qui fait beaucoup de mal à la vie publique en faisant ce livre, qui fait beaucoup de mal au métier de journaliste, qui finalement semble nous produire une sorte de marivaudage de supermarché dont on se serait bien passé. Et il y a une autre critique dont il se serait bien passé les socialistes, page 229. Valérie Trierweiler affirme que François Hollande n'aime pas les pauvres, pire, il les méprise, les surnommant même les sans-dents. De quoi faire bondir Ségolène Royal. Il faut avoir une certaine idée, un respect et la dignité de la fonction politique que l'on exerce et ne pas s'en laisser dévier. Là, ce que vous me citez là, c'est une phrase politique. Oui. Est-ce que vous pouvez penser à ça, vous qui connaissez l'homme politique depuis des années, que cette phrase est crédible? Elle est honteuse. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est le contraire de son engagement. Attendez, c'est le contraire du sens de l'engagement politique d'un grand responsable de gauche, socialiste. Sans complexe, les proches du président se livrent au grand déballage. Tout est bon pour défendre leur champion, même faire visiter à la presse son ancienne chambre de député. C'est ici qu'il aurait dormi, c'est ici qu'il se serait lavé. Quand on dit que François Hollande est un homme qui n'aime que le luxe, qui ne va que dans les grands hôtels, on ne peut pas ne pas montrer les lieux, la chambre, le bureau dans lesquels il a vécu pendant des dizaines d'années en tant que député de Tulle, maire de Tulle, président du Conseil général, qui ressemble à une petite chambre extrêmement spartiate, avec une salle de bain où il n'y a que le minimum et où il n'a jamais demandé à avoir plus de confort. On ne peut pas ne pas rétablir la vérité. L'affaire Trierweiler agite le petit monde politique et du côté de l'extrême droite, on crie au déshonneur. Je pense que c'est un déshonneur pour la France, un déshonneur d'ailleurs qui touche autant celle qui parle que celui dont elle parle. Il y a un intérêt supérieur à préserver la fonction présidentielle et cette prise en otage en quelque sorte de l'ensemble du monde politique, médiatique et de l'ensemble des Français dans ce règlement de compte m'apparaît profondément indécent. Le silence est toujours aussi assourdissant à l'Élysée. Aucun commentaire. Visiblement, François Hollande a décidé d'attendre que la tempête Trierweiler passe. Est-ce que, comme moi, vous trouvez que finalement, celle qui le défend le mieux, c'est bien Ségolène Royal? Incontestablement. Ouais. C'est la seule voix qu'on ait entendue dans cette journée, en fait. D'abord, c'est une voix qui pèse à plus d'un titre. Elle pèse parce que c'est une voix politique extrêmement importante. C'est une voix dont l'engagement à gauche a été contesté parce qu'elle aussi, parfois, on disait est-ce qu'elle est vraiment de gauche, est-ce qu'elle n'est pas un peu de droite, son père était militaire, elle sait ce que c'est que d'être accusée de ne pas être de gauche sincère. Et puis enfin, c'est l'ancienne compagne. Donc en termes d'humiliation, de déchirure, de difficultés psychologiques à reconstruire une relation avec quelqu'un, elle était la mieux placée pour parler. Elle est derrière toutes les pages du livre d'une certaine façon en plus. En plus,
Elle sait que Valérie Trierweiler la déteste, mais c'est peu de le dire. Et d'ailleurs, ça se sent dans le livre parce qu'elle en parle plusieurs fois. Et elle en parle toujours avec beaucoup de méchanceté. Et donc là, Ségolène Royal, elle prend sa revanche d'une certaine façon parce qu'elle sait que ce que fait Valérie Trierweiler, elle apparaît pas sympathique, Valérie Trierweiler, en faisant ça. Vous parliez de victimes tout à l'heure, mais tous les deux, aux yeux du public, ce ne sont pas des victimes. Ce sont, je ne vais pas prononcer le mot, mais ce sont des gens qui sont infréquentables. Parce qu'on ne fait pas ça. Il y a une obscénité qui, à mon avis, rebute beaucoup de Français. Et elle, Ségolène Royal, non seulement elle a été congédiée d'une certaine façon par son ancien compagnon, et à ce moment-là, elle n'a rien dit, elle n'a jamais rien écrit là-dessus, elle ne s'est jamais exprimée publiquement là-dessus. Elle a été humiliée par sa compagne qui était Valérie Trierweiler. Bon, elle l'a mal pris, mais elle n'a jamais dit un mot de travers sur cette femme. Elle s'est mise en recul de la vie politique parce qu'elle avait plus de mandat, elle était plus députée, elle était présidente d'un conseil régional, c'est pas rien, vous me direz, mais elle a accepté de n'être pas ministre au début, et là elle revient, elle est ministre, et elle n'a jamais franchi la ligne rouge ou jaune, ça dépend si on parle le Valls ou si on parle je sais pas quoi, qui fait blanche maintenant. Qui fait qu'on parle de sa vie privée. Elle n'a jamais mis en scène ses enfants. Attendez, l'accouchement quand même de Ségolène Royal. Elle a juste convoqué la presse pour faire la une de Paris Match. Elle a elle-même tellement payé cher qu'elle l'a. Très bien. Elle a une sagesse vis-à-vis de ces choses-là qui font que, ajouter à son expérience politique et à son caractère remarquable, va lui permettre d'être aujourd'hui dans une attitude de grande dame. Encore une fois, je voulais revenir sur le mot débat public, moi qui me gêne, parce que, encore une fois, ce livre n'est pas un débat public. Ce livre met en scène un débat privé qui est devenu public par des conséquences politiques qui existent depuis maintenant 48 heures, où tous les hommes politiques de droite, de gauche, en disant je le lirai ou alors je le lirai pas, en disant c'est un scandale, c'est pas un scandale, ou en défendant François Hollande, font de cette affaire privée une affaire publique. Mais ça remonte quand même, encore une fois, et je voulais parler aux journalistes que vous êtes, aux relations finalement très compliquées qui existent dans notre pays depuis des années entre les hommes politiques et les journalistes. Je parle en termes de couple. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. On sait très bien que les tandems dans le privé, politique, journaliste, se finissent souvent par cette explosion du verrou qui a pété il y a quelques années entre la vie privée et la vie publique. Aujourd'hui, c'est impossible pour un homme politique de se dire « j'ai une vie privée ». On va dire qu'ils ont une vie privée de tout. Roland Quérol. Oui, moi je trouve que Manuel Valls n'a pas tort de parler d'irruption sur le débat public, parce que c'est bien ce qui est en train de se passer. Nous participons en ce moment au débat public. Bien sûr. Donc c'est normal d'analyser, et pour le Premier ministre de critiquer l'influence que ça a sur le débat public. La deuxième chose, je ne veux pas me mettre à défendre Valérie Trierweiler, mais si Ségolène Royal... C'est la question SMS que je m'apprêtais à vous donner. Bon, vous pouvez vous lancer. Si Ségolène Royal est aussi convaincante ce matin, c'est qu'elle est portée par une sainte colère. Elle est celle contre qui, en même temps que François Hollande, le livre est dirigé. Donc, d'une certaine façon, en même temps, trop contente qu'on voit le vrai visage de Valérie Trierweiler, et en même temps, c'est elle qu'elle défend, en même temps qu'elle défend François Hollande. Et puis, vous disiez c'est celle qui est la plus convaincante, oui. En même temps, je regardais cette dame qui nous parlait de la simplicité de Hollande en Corrèze. On peut toujours se dire qu'un homme politique qui vit simplement, ça fait partie de sa communication, qu'il sait que ça se saurait. Non, on sait que François Hollande a vécu ainsi tous les week-ends dans son département pendant des années, c'est un fait. Et moi, j'allais vous dire ça. Il se trouve que moi, je suis dans un bout du Lot qui jouxte la Corrèze. Je vais donc souvent en Corrèze, et j'ai vu Hollande, président du Conseil général, dans ses relations avec les gens. Je l'ai vu faire tourner des fermes dans sa vieille Peugeot, etc. Franchement... s'il jouait, là, la sympathie personnelle pour des gens qui ne sont pas bien riches dans un département qui n'est pas bien riche, c'est un sacré acteur quand même. Alors, peut-être que c'est un sacré acteur. Moi, je crois que c'est pas ça le défaut. Je crois qu'il s'intéresse sincèrement aux gens avec qui il parle. Je crois que les gens qui sont élus au scrutin uninominal majoritaire, ils sont bien forcés de s'intéresser aux gens, sans quoi ils ne sont pas réélus. Mais je crois que François Hollande, comme tous les politiques, et c'est ça qu'on appelle parfois le cynisme, ils finissent par avoir, non pas de leurs électeurs proches, mais du peuple en général, une image un petit peu abstraite. Ils ne vivent pas la vraie vie des gens, ils ne peuvent pas avoir, au sens profond du terme, une sympathie totale pour la vraie vie des gens. Et c'est ça que ressentent les gens, et c'est ça qu'ils appellent le cynisme.
Que voulez-vous nous dire? Je veux dire que c'est un des défauts de la politique française d'être éloigné des préoccupations quotidiennes des Français. Plus de sympathie que de l'empathie, en fait, finalement. Certains commencent à qualifier ce livre d'indécent, mais la façon dont Valérie Trierweiler a été jetée, entre guillemets, était-elle décente? A-t-elle tort ou raison? C'est la question qui nous est posée. Je précise que ce matin à la radio, on entendait parfois en effet des électeurs de gauche quasiment en larmes, mais on entendait aussi des féministes qui appelaient pour dire mais attendez, la façon dont Valérie Trierweiler a été traitée n'est pas normale, qu'elle écrive un livre, on peut le comprendre, et finalement il y a un règlement de compte effectif, mais qui peut être tout à fait entendu. Oui, si on reste au niveau des personnes, et c'est vrai qu'elle a été maltraitée, mais on n'est pas au niveau des personnes. Il y a un président de la République, il y a une République derrière, donc ça veut dire que Valérie Trierweiler, dans la rédaction de ce livre, n'a à aucun moment pensé aux conséquences sur l'institution et sur l'image de la France. Alors je suis d'accord avec Roland, ça ne va pas provoquer une crise de régime, on ne va pas arrêter de payer les impôts et puis partir en guerre à cause de ce livre. Mais tout de même, quand on fait ça ce livre... fragilise un président de la République dans un contexte notamment de politique internationale extrêmement grave... Ça a un impact qui dépasse son cas. Merci de ce gouffre où tu m'as précipité. Mais vers quel gouffre est-elle en train de pousser toute une série de personnages et d'événements? On ne parle que de ça depuis 48 heures. C'est quand même un acte irresponsable au niveau politique, peut-être très responsable au niveau de la vengeance personnelle, et de ce côté-là, en effet, on pourrait presque dire un partout dans le mauvais traitement, mais politiquement, ce n'est pas très responsable. Ce qui est vrai, c'est que Hollande a particulièrement mal géré son changement de compagne, son adultère un peu ridicule et un peu lâche, et la révélation de tout cela en janvier. Et puis que ça paraît vraisemblable que quand elle lui dit qu'elle a été alertée par des rumeurs concernant Julie Gaillet, il lui répond c'est une faribole. Alors, on peut en conclure que c'est un menteur invétéré aussi en politique. Mais combien d'hommes qui nous regardent ont nié devant leur épouse légitime leur conquête extra-conjugale? Moi, je crois que j'irai plus loin. Je pense qu'on a eu une conversation. Comment pouvez-vous dire ça? Non, mais ceux qui nous regardent sont des femmes précieuses. On a eu une conversation ici il y a quelques temps, je me souviens, à laquelle vous étiez, Yves et Roland aussi, sur le statut, soi-disant statut de première dame, qui n'existe pas d'ailleurs, parce qu'il n'est pas inscrit dans la Constitution. Mais cet épisode-là prouve qu'il faut arrêter une bonne fois pour toutes avec cet affichage de couple que peuvent avoir le président de la République ou la présidente de la République, puisque ça arrivera, je l'espère, un jour, et que la personne accompagnante devra rester là où elle est et absolument pas avoir une... Parce qu'il y avait une prétention aussi chez Mme Trierweiler, c'est pour ça qu'elle fait ce livre. Elle avait une prétention énorme quand elle est arrivée. Souvenez-vous qu'elle voulait réinventer le rôle de première dame. C'est une confidence qu'elle avait rapportée au Figaro. Et elle s'est prise les pieds dans le tapis tout de suite. Eh bien justement, c'est un fait. Les Français ne connaissaient pas la voix de Madame de Gaulle. Jusqu'à Daniel Mitterrand et Bernadette Chirac, les premières dames de la Ve République ne prennent pas la parole, et surtout pas sur la vie privée parfois agitée de leurs époux. Mais 20 ans du XXIe siècle, Cécilia Sarkozy publie, mais après le quinquennat, elle. Carla Bruni a écrit quelques chansons parfois allusives. Et c'est Valérie Trierweiler qui a brisé finalement tous les tabous en nous faisant entrer dans la salle de bain du président de la République. Marie Laurent, Barbara Steck et David Lemarchand. À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux. Que cette année nouvelle vous apporte le bonheur, la santé et le succès. Une prise de parole très encadrée. Exercice obligé, voire douloureux pour Anémone Giscard d'Estaing, première dame effacée, dévouée, comme toutes les autres avant elle. Tante Yvonne, Claude Pompidou, jusque-là le profil est le même. Femme de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie élevée pour être femme d'eux, faire valoir de leur président de mari. Tout ce monde vous entoure, fait tout à votre place, alors c'est pas la peine de... On n'a donc pratiquement rien à faire, si ce n'est à recevoir les étrangers ou à partir en voyage officiel à l'étranger. Première à s'émanciper, Danielle Mitterrand, la rebelle. Fille d'instituteur et de franc-maçon, militante depuis son plus jeune âge, elle n'hésitera pas à prendre la parole, quitte à bousculer l'Élysée. Vous pensez que le fait d'être la femme du président de la République vous a largement facilité cette action, ou est-ce que vous pensez que vous auriez pu le faire toute seule, par vous-même? Ça a certainement ajouté à mon pouvoir de conviction.
mais c'est le seul pouvoir que j'ai en définitive. C'est la première qui a dit « je ne serai pas une potiche », c'est la première qui a existé, effectivement, mais sans jamais... Elle a souvent gêné son mari, parce qu'elle prenait dans ses croisades à travers le monde pour les droits de l'homme, contre la misère, contre l'oppression. Elle a souvent pris des positions qui n'étaient pas celles de la diplomatie française. Et quand elle se déplaçait, François Mitterrand donnait ordre aux gens qui l'accompagnaient et surtout aux ambassadeurs de faire attention à ce qu'elle voie le moins de journalistes possible et qu'elle dérape le moins possible. Dès son arrivée à l'Élysée, c'est d'ailleurs dans sa lignée que Valérie Trierweiler avait voulu se placer. Danielle Mitterrand était une première dame qui refusait la soumission. Elle n'était guidée que par le désir de justice et de liberté. Elle ne se laissait pas bâillonner. Voilà ce que j'ai appris de cette grande dame. Voilà pourquoi elle est aujourd'hui mon modèle. Je ne me tairai plus. À l'époque déjà, un message aux accents de menace, finalement mis à exécution 2 ans plus tard. Car faute de statut, les premières dames ont progressivement pris ou repris leur liberté, à l'instar de Cécilia Sarkozy, devenue Athias à sa sortie de l'Élysée. Dans son livre paru en 2013, elle n'hésite pas à lever le voile sur les tensions de son couple brisé, mais Nicolas Sarkozy n'est alors plus à l'Élysée. Cécilia Sarkozy, d'abord, elle est partie de l'Élysée d'elle-même. Il y a eu un divorce, il y a eu un contrat. Et selon les termes de ce contrat, apparemment, il y avait des choses qu'elle ne devait pas dire et qu'elle n'a pas dites. Elle n'a rien dit de vraiment nuisible pour Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je crois qu'ils sont restés finalement dans d'assez bonnes relations maintenant, mais son livre était resté digne. Avant elle, d'autres premières dames avaient déjà pris la plume. Carla Bruni Sarkozy, fidèle à son mari. Tu mon genre de délice de programme. Donne à ses chansons un accent politique, bien qu'elles s'en défendent. Je ne suis pas de ces femmes qui pensent que quand on épouse un violoniste, on peut jouer dans l'orchestre. Voilà. Danielle Mitterrand en 1996, Bernadette Chirac en 2002. Dans leur livre, elles ont été les premières à évoquer l'intimité de leur couple, mais de façon très laconique, tout en retenue. Les autres ont écrit, mais sans briser les tabous. On n'était pas dans la chambre, dans la salle de bain, comme là. Je crois que le seul précédent à Valérie, c'est pas une femme de président, c'est la première femme de Le Pen, qui avait déballé complètement leur vie privée au moment du divorce. Mais c'est la seule. Jusqu'à François Hollande, les premières dames étaient surtout là pour servir l'image de leur mari et non pas pour lui nuire. Voilà, on vient de repérer une petite faute d'orthographe avec Christophe Barbier dans le texte attribué à Valérie Trierweiler qui dit « Je ne me tairai plus » sans S, donc il faut le dire. Voilà. Peut-on encore parler de vie publique et de vie privée en politique? J'ai l'impression que vous nous disiez non il y a quelques instants. Non, puisque depuis quelques années, on voit très bien que toutes ces histoires, depuis Nicolas Sarkozy, comme Yves l'a rappelé tout à l'heure, montrent que le verrou a sauté, qu'il n'y a plus aujourd'hui de fracture et de frontières entre la vie privée, entre la vie privée et la vie publique. Pourquoi? Parce qu'on a mis en scène, et la politique avait besoin de cela, et ça remonte à JFK, on savait très bien qu'on avait besoin de mettre en avant ce qui se passait dans les coulisses. Et on savait très bien que la fameuse photo de JFK avec son fils qui jouait avec le chien sous son bureau, Jackie qui rentre à ce moment-là, comme si ça avait été complètement au dépourvu, tout cela était très calculé. Tout cela est artificiel. Artificiel, mais pour nous aujourd'hui. Mais à l'époque, quand c'est sorti, c'était pas du tout artificiel. Ça faisait partie d'une nouvelle façon de mettre en scène la politique. En France, et on a tous été complices de cela, on a pensé que ça marchait de la même façon, mais évidemment on ne pense qu'au bien, on ne pense jamais au retour de bâton, on ne pense pas au mal. Et quand le drame arrive, alors Nicolas Sarkozy a été un peu proche, au moins a réagi en allant devant les Français, où il n'était pas encore président, il a été devant les Français en disant que, comme tous les Français, il subissait des problèmes dans son couple. Il a été assez direct, et c'est vrai que même si la déflagration a été énorme, il a quand même étouffer un peu cette affaire, mais on savait très bien que plus rien ne serait plus jamais comme avant. On savait très bien qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de barrières, plus de frontières, et que c'était impossible. Il fallait recréer une autre sphère,
non pas la sphère privée, mais la sphère intime, et qu'on essaie de protéger l'intime. On voit bien aujourd'hui qu'avec la sortie de ce livre, il n'y a même plus d'intimité. Jusqu'où peut-on aller? Parce que on ne peut pas leur demander de se mettre à poil en permanence, et on ne peut pas non plus leur demander une absolue transparence, parce qu'on sait, que ça n'existe pas, et qu'on peut toujours être confronté à des mensonges, et ensuite que c'est dangereux, voire pervers. Moi, je crains de devoir faire l'hypothèse que ça va aller loin. Ça va aller loin. Les choses ont beaucoup changé depuis la période de JFK, parce que c'était simplement l'utilisation de la vie privée par les politiques eux-mêmes. Oui. Mais on a su depuis tout ce que JFK faisait à but de communication. Par ailleurs. Voilà. Et à l'époque, beaucoup de journalistes le savaient, beaucoup, et n'ont jamais rien dit. Il a fallu attendre bien après la mort de JFK pour qu'on sache. Je rappelle que nous parlons de Kennedy. Le sous-marin. Kennedy. Et longtemps, ça a été comme ça chez nous. Il y avait une vie privée mise en scène, et il y avait des journalistes sachant que c'était une mise en scène, et taisant la véritable vie privée, double, triple, quadruple, des uns et des autres. Ce qui a changé aux États-Unis d'abord, puis chez nous ensuite, c'est que les médias se sont mis à penser qu'ils devaient dire ce qu'ils savaient. Et que ce qu'ils savaient sur la vie privée, puisque ça concernait la vie publique, ça faisait partie de la vie publique. En Allemagne, on a eu un nouveau droit de la communication, reconnaissant aux médias le droit de parler de la vie privée de ceux qui se montrent en public. Parce que c'est eux-mêmes qui prennent la responsabilité de se montrer en public. Il est donc normal qu'on les connaisse dans leur comportement privé. C'est une évolution. C'est intéressant, ce que vous nous dites. Oui, c'est une évolution. C'est une évolution du droit qui est demandée par un certain nombre de médias, et jusqu'à maintenant, le législateur s'y est refusé. Mais on le sent bien dans ce sens. Il faut donner à l'opinion publique une pâture tous les jours. Et comme la politique, en plus, c'est souvent jugé ennuyeux et c'est souvent jugé sans résultat, eh ben, la vie privée, au moins, ça apporte cette pâture que l'opinion publique aime bien et qu'elle suit d'ailleurs avec plaisir, parce que ça réhumanise à leur façon ces politiques lointains. Donc je crois que Internet s'en étant mêlé, on ne peut plus imaginer désormais que ça se reviendra comme avant. On aura de plus en plus de déballage sur la vie privée. Et ils ont intérêt, les responsables, à faire très attention à ce qu'ils font, parce qu'ils ne sont plus à l'abri de rien. Ça, c'est vrai. Non, mais je crois qu'on a changé d'époque, si vous voulez. Voilà. C'est tirer une sonnette d'alarme. Hein. Oui. Ben oui. Mais ça, je suis complètement d'accord avec eux. Ils ont intérêt. Je ferai 2 ou 3 remarques. La première, c'est que ce qu'on a, la longue abstinence d'informations à propos de François Mitterrand dans les années 80 et 90, c'est inimaginable aujourd'hui. C'est-à-dire que l'existence de Mazarine n'aurait pas été cachée au grand public pendant 14 ans. D'autant qu'il ne la cachait pas. Oui, on la voyait avec elle. Oui, enfin, il la cachait pas, mais il a quand même mis une cellule à l'Élysée pour faire écouter les journalistes qui possiblement pouvaient révéler l'affaire. Donc ça, c'est ce que dit Roland. Il se déplaçait avec elle dans tout Paris, quand même. Les Français n'auront pas oublié quand même. C'est d'autant plus frappant. Il y avait une cellule à l'Élysée pour écouter tout le monde. Mais c'est vrai. Donc oui, non, mais vous avez raison. La deuxième chose que je dirais, c'est que les comportements ont changé. Robert Schneider, dans le livre qu'il a écrit, excellent d'ailleurs, sur les femmes, les épouses de présidents, sous la Ve République, raconte que pendant longtemps, l'épouse c'était Madame de, la femme du président. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. D'ailleurs, Valérie Trierweiler n'est même pas mariée. Hein. Et donc, Cécilia Sarkozy, Carla Sarkozy, Madame Trierweiler, on va voir les suivantes, mais elles ne sont plus dans une fonction où elles représentent. Elles entendent vivre leur propre vie, et à ce titre-là, eh bien, elles ont aussi la liberté de parole. La troisième chose que je dirais, c'est que si on en est là, s'ils en sont là, eux, les hommes politiques, c'est aussi parce qu'ils sont demandeurs. C'est eux qui sont venus nous chercher, parce qu'on peut accuser les journalistes qui traquent l'affaire des photos de Julie Gaillet, tout ça, mais ils sont demandeurs. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent régulièrement en scène leur vie privée, qui est pas pire que celle des précédents présidents de la République, parce qu'on n'a rien dit sur le couple Chirac, et Dieu sait s'il y avait des choses à dire, sur le couple Giscard, et il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, voilà, c'est ça qui a changé. Mais on a tous été complices de cette mise en scène de la vie privée des politiques, mais pour une seule et bonne raison, il fallait absolument montrer que la classe politique était proche des Français, proche des gens. Nous, on vit comme vous, on vit les mêmes drames, on vit les mêmes histoires.
on a vu très bien, et c'est pourquoi que ça ne marche plus, et qu'il va falloir qu'on revienne sur du fond et non pas sur de la forme et de l'image, c'est que ce pipeau intégral, les Français n'y croient plus. Ils voient très bien que tout cela a caché une absence totale de connaissance et d'empathie de la réalité de ce que vivent les Français. Et on voit bien, de la sympathie, oui, mais aucune empathie. Aucun connaît, à chaque fois Bourdin le matin leur dit le prix de la baguette, ils ne savent absolument rien de la vraie vie de tous les jours. Donc on voit bien que les politiques ont une nouvelle stratégie tactique, mais beaucoup plus profonde maintenant dans les prochaines années, c'est arrêter le show-off, arrêter le privé, arrêter de tout déballer et surtout s'intéresser, ça paraît incroyable ce que je dis, mais s'intéresser tout simplement à la réalité de la vie des Français et qu'ils soient incollables si on leur pose un quiz incroyable sur la vie des Français au quotidien, le prix de la baguette, le prix du pass Navigo, et qu'ils connaissent tout des Français. Et c'est cela que les Français attendent. Voilà pourquoi ils ne les aiment plus. C'est pas parce qu'ils vivent des histoires comme eux et qu'ils ont des drames. Ça ne marche plus. On passe aux questions SMS. Les mots d'Arnaud Montebourg affirmant que Hollande ment, entre guillemets, ne corroborent-ils pas certaines assertions de Valérie Trierweiler? Il y a un procès maintenant en mensonge. Oui, depuis pas mal de temps. Voilà. Alors le mensonge politique, c'est pas la même chose que le mensonge privé. Oui. Quelque part, la politique est fondée sur le mensonge. Ça commence avec la promesse électorale et ça se continue avec les alliances que l'on fait avec ses prétendus amis pour mieux les trahir. Depuis que la politique existe, c'est comme ça. Quand Arnaud Montebourg dit Vous voulez dire que nous, électeurs, ne devraient pas s'étonner d'être cocus en politique depuis le temps qu'on entend les promesses? Les promesses n'engagent pas. Ça fait un très bon titre de livre. Oui, c'est ce que les Français disent. Hein. Voilà. Et quand Roland dit, messieurs, tenez vos promesses, c'est un idéal, c'est tout à son honneur, mais je suis pas sûr qu'il soit entendu de son vivant. Mais il ne faut pas le décourager. Non, mais le mensonge politique, ce que reproche Arnaud Montebourg, c'est un mensonge politique. C'est-à-dire qu'avec Hollande, on passe des accords, on obtient un oui, et puis finalement, c'est un non. Exemple type pour Arnaud Montebourg, Florange. Le jeudi soir, il est persuadé qu'Hollande va arbitrer en sa faveur nationalisation provisoire de Florange. Le vendredi, Hérault annonce le contraire. Mais le mensonge fait partie des ruses politiques. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis absolument d'accord avec ça. Valérie Trierweiler n'est pas la première à pointer les mensonges de Hollande. Oubliez-vous Duflot, Montebourg. Voilà, c'est l'aspect d'accumulation que nous avons en ce moment même. Ne mélangeons pas, c'est pas pareil de mentir. Je rappelle, qui par ailleurs visiblement commence à ressembler à un reflet de ce que pense l'opinion et à un moment politique essentiel. La semaine dernière, nous étions réunis sur ce plateau pour commenter voilà la nouvelle étape du gouvernement Valls. C'est ça qui est intéressant, c'est que les mensonges de la vie privée de François Hollande sont révélés aujourd'hui, enfin cette semaine, alors que cette semaine, un des plus grands mensonges de la politique économique du gouvernement a été révélé. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, Michel Sapin, le ministre des Finances, et puis d'autres nous ont dit mais on va arriver aux objectifs qui ont été affichés. Mais on va arriver, c'est pas un mensonge, c'est une erreur. On va y arriver, et je vous confirme encore dimanche dernier d'ailleurs au micro du grand jury RTL, Le Figaro, LCI, M. Sapin dit les objectifs de 3% de déficit par rapport au produit intérieur brut en 2015, on les atteindra. Et 2 jours plus tard, eh bien, ils disent le contraire. C'est-à-dire qu'ils disent on n'aura pas atteint les objectifs, ça va être très dur, et on n'arrivera pas à faire cette année, 21 milliards d'économies. Donc, les Français, évidemment, au bout d'un moment, c'est ce que je disais en introduction de cette émission, ils sont accablés par ça. Accablés. Parce qu'ils savent qu'ils savent, les politiques. Ils savent qu'ils mentent. C'est l'histoire de la politique aussi. Vous savez très bien qu'en politique, on n'y arrive pas si on ne surpromet pas. Et comme toute marque, toute personne qui surpromet, évidemment, on ne peut que décevoir, trahir ou mentir. Donc c'est cette forme de surpromesse, et on le voit dans toutes les campagnes, c'est de surpromesse en surpromesse, on ne peut que décevoir. Donc aujourd'hui, on est obligé de trouver une autre forme de dialectique. Roland Quérol, rapidement. Je crois que ce n'est pas des mensonges d'annoncer des choses qui se révèlent au bout d'un moment non tenables. Les hommes politiques font ça, les profs font ça dans leur classe, les médecins font ça avec leurs patients. Ne jetons pas l'opprobre sur les seuls hommes politiques. On croit voir arriver des améliorations et on est bien forcé de reconnaître qu'elles ne sont pas là. Moi, deuxième chose, je pense que ce qui accuse le plus le désarroi d'opinion actuel de François Hollande, ça n'est pas la façon dont il est traité dans ce livre, c'est qu'à La Rochelle, dans des universités d'été du Parti socialiste, où il n'y a que des militants, et même des militants qui font l'effort d'aller passer un week-end pour réfléchir avec les socialistes, eh bien, à part Manuel Valls, bien obligé, aucun orateur socialiste, aucun,
à quelque courant qu'il appartient, n'a cité François Hollande et n'a appelé à le soutenir. Je crois que ça montre à quel point aujourd'hui il y a un rejet de la fiabilité de François Hollande. Ça, c'est grave. Que vous avez suivi entièrement les débats à La Rochelle et que cette information que vous venez de nous donner, qui a été très peu relayée, n'a pas été mise en lumière jusqu'ici. Et non. N'est-il pas normal que les citoyens cherchent à savoir qui est vraiment cet homme qu'ils ont élu président? C'est normal. Oui. C'est normal et ça participe aussi d'un processus de démonarchisation de la fonction. Avant, le président de Gaulle, c'était un peu comme un roi, donc il était sacré, il était très haut. Puis au fur et à mesure que l'époque moderne arrive, eh bien on veut que le président soit de plein pied. Et donc Chirac, c'est celui avec qui on serait bien allé boire une bière. Nicolas Sarkozy, il avait des amis, des amours, il faisait du vélo comme tout le monde. Les politiques ont cherché ce rapprochement parce que ça rapportait des voix et les citoyens le demandaient. Ils voulaient savoir le programme, mais ils voulaient connaître aussi la personne avant de voter. Et donc cette demande de transparence, elle est légitime. Après, il faut savoir où on met les bornes. Parce que sinon, on va finir par tomber dans une forme de voyeurisme absolu où il faudra, à l'américaine un petit peu, se rappeler si à 14 ans on n'a pas fumé quelque chose qui n'était pas du tabac et venir l'expier devant les caméras de télévision. Donc faisons attention. Quelle est la vie privée d'Angela Merkel? C'est intéressant. Elle est très protégée, la vie privée d'Angela Merkel, parce qu'elle ne met absolument pas en scène. Son mari est inconnu. Il est connu physiquement. Oui, au point qu'on a eu un président français qui a cru qu'il s'appelait M. Merkel. Monsieur Merkel, il travaillait, parce que maintenant il est peut-être à la retraite, c'était un scientifique, il n'a absolument pas... il n'a jamais pris la parole publiquement, et les Allemands, je peux vous le dire, se moquent comme d'une guigne de du mari d'Angela Merkel. Donc vous avez compris la question. La question, elle nous dit, regardez, eux en tout cas, ils arrivent à se tenir, ça déborde pas. Enfin, moi j'ai quand même vu des photos d'Angela Merkel toute nue lorsqu'elle était jeune dans des camps de naturistes, mais voilà. Il y a une question de culture, et c'est sûr que là la culture latine est plus voyeuriste. Il y a aussi une question de personnel politique. On ne parle pas de la vie privée d'Angela Merkel parce que ça n'intéresse personne, parce qu'on pense qu'elle n'est pas intéressante. Tandis que quand on est aux États-Unis ou quand on est avec la famille royale d'Angleterre, ça passionne les gens, parce qu'on se dit qu'il y a une sorte d'atavisme dans ces familles. C'est une spécificité allemande, parce que dans tous les pays, vous avez eu des scandales, aux États-Unis évidemment. Vous avez M. Poutine qui se met tout le temps en scène, torse nu devant l'ensemble des Russes. C'est l'amour. M. Blair qui a aussi mis en scène sa famille, la naissance de ses enfants. Enfin, c'est assez commun. C'est pas une exception française. Il n'y a que l'Allemagne, c'est vrai, avec Madame Merkel, qui est un peu en retrait, ce qui n'était pas le cas de Schröder, parce que Schröder mettait en scène sa vie privée, qui était assez agitée d'ailleurs, c'était quelqu'un qui a été marié 4 fois, et y compris le chancelier Kohl, le chancelier Kohl aussi mettait sa vie en scène, bien sûr. C'est peut-être bon signe, on peut peut-être aussi essayer d'être optimiste et se dire que c'est peut-être la fin, encore une fois, d'une façon de faire de la politique et de la mettre en scène, et peut-être ne plus mettre en scène sa vie privée, mais c'est très optimiste, mais je pense qu'il est de mise à être optimiste vu le contexte, vu l'ambiance. Et pourquoi est-ce que justement cette nouvelle génération de politiques que tout le monde attend, que ce soit de droite, de centre, de gauche, ne prendrait pas ça comme un point de départ? C'est d'être jugé sur ses actes. Et je pense que les Allemands, d'ailleurs, on le voit dans cette réelle politique et dans cette réelle société, on les juge sur les actes. Et ils s'en foutent de ce qui se passe à côté, c'est les actes qui comptent. Je pense que c'est un très bon modèle et un très bon exemple pour nous, mais pour les prochaines générations de politiques. Et l'image de la France dans tout cela? Parce que moi j'ai regardé la presse étrangère, c'était pas joli. Et les critiques même, alors ils s'amusent bien en Suisse, ils sont assez méchants en Allemagne, partout. Mais je dirais que quand il se passe quelque chose à Londres ou à Washington, on fait aussi des gros titres et vous savez l'affaire Lewinsky, on s'est quand même amusé cas de le dire, pendant 3 ans avec les procès, des choses comme ça. Donc ce qu'ils voient surtout, si vous voulez, chez nous, c'est qu'on ne s'en sort pas, qu'on a un personnel politique complètement dépassé par les événements. Je me permets d'insister. Il y a une semaine, la presse anglo-saxonne, qui a été très souvent critique, commençait à dire, après le remaniement, il est courageux, il prend les bonnes décisions, il a raison de mettre en place la politique qu'il va faire. Parler surtout de Valls, hein. Mais oui, sauf que ça induit le président de la République, qui le nomme que je sache. Donc voilà un retournement d'image en une semaine, c'est-à-dire qu'on bascule du positif au négatif, et notamment lié à la vie privée, qui est assez troublant. Vous pensez que ça n'atteint jamais l'image de la France à l'étranger? C'est-à-dire que je crois qu'il y a un côté très agaçant des Français, et notamment des politiques français à l'étranger. C'est notre côté donneur de leçons et arrogant. Et que quand on peut aller trouver le vice sous la cuirasse, ça fait trop plaisir, quoi, et qu'on s'en donne à cœur joie. Je dirais pas que là, c'est pour vendre du papier ou des images. Chez nous, oui, sur les nôtres, ça intéresse. Là-bas, ça fait pas vendre, mais je crois que c'est un réflexe professionnel. Comment François Hollande, avec ses échecs et tous ses errements, peut-il penser rester jusqu'en 2017?
Les institutions sont solides. Ce qui poussera Hollande éventuellement à la démission, c'est une révolte dans la rue, c'est le chaos, mais c'est pas une affaire de vengeance féminine. En revanche, ça compromet encore un peu plus sa capacité à se redresser et à se représenter. Les gagnants de cette affaire, c'est évidemment François Rebsamen, parce qu'on a arrêté de parler des contrôles des chômeurs, donc ça a fait taire cette polémique, ça c'est secondaire. C'est Nicolas Sarkozy. Parce que s'il est dans un scénario de retour, il va revenir avec un Hollande particulièrement affaibli. Et c'est la gauche de la gauche qui ne soutient pas Valérie Trierweiler, mais qui se frotte les mains parce que Hollande fait un pas de plus vers une inévitable primaire qu'il aura du mal à gagner. Et Marine Le Pen. Christophe a oublié Marine Le Pen. Marine Le Pen, quand même. Valérie Trierweiler a-t-elle écrit son livre toute seule? La rumeur court qu'elle aurait eu un nègre. Pour l'instant, c'est démenti par l'éditeur. Et honnêtement, la connaissance, c'est une femme de plume, c'est une femme qui lit beaucoup. Je pense qu'elle a tout à fait pu écrire ça. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir sur cette journée si particulière quand même dans la vie politique française. Je vous rappelle qu'il n'y a donc toujours pas de réaction en tant que telle officielle du président de la République, si ce n'est qu'il a fait savoir qu'il ne réagirait pas. Merci d'avoir assisté à cette émission. Merci à vous d'y avoir participé. Nous serons rediffusés ce soir à 22h35. 22h35 pour Tous c'est dans l'air. Demain, nouvelle émission en direct. Vous retrouverez Caroline Roux et bien entendu Axel de Tarlet et son invité. À lundi. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.